Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au Nord Kivu, les victimes des bombardements tragiques à Goma reposent désormais dans leur dernière demeure. Une cérémonie solennelle d'hommage de la République a été organisée ce mercredi. La République démocratique du Congo, qui n'arrive plus à retenir son souffle, a saisi la Cour pénale internationale au sujet de ces bombardements exécutés par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Bureau définitif de l'Assemblée nationale, les violents n'y s'accordent toujours pas et la crise s'envenime. Les sources proches de l'Union sacrée affirment depuis quelques jours l'existence de deux camps au sein de l'Union sacrée. Il s'agit notamment du camp Jean-Pierre Bemba et Christophe Mbosso qui dénoncent l'égoïsme du camp Kamere Kabuya, à suivre dans ces journaux. 24 blessés, dont 4 enfants. C'est le bilan provisoire de l'explosion d'une bombe au nord du Nigeria ce mercredi. Affirmation faite par la police. Voilà pour les sommaires. Madame, Messieurs, bonsoir. Les 35 victimes des bombardements du 3 mai dernier dans un camp des déplacés au quartier Lac-Vert et Mungunga à Goma par les terroristes du M23 reposent désormais dans leur dernière demeure. La cérémonie des derniers hommages a été organisée ce mercredi au stade de l'Unité avant leur départ pour Kibati en territoire des Nyiragongo où elles ont été mises en terre. À cette occasion, au nom du président de la République, les ministres des Droits humains, Fabrice Pouila, a souligné que la République démocratique du Congo a déjà saisi la Cour internationale de justice pour que le Rwanda, responsable de ces crimes de guerre, réponde de ces actes. Pachiko Kavundama. C'est sous une forte émotion que les hommages ont été rendus aux victimes des récents bombardements du camp des déplacés de guerre de Mugunga par les rebelles du M23. En présence des membres des familles des victimes, délégation du gouvernement central, Assemblée nationale et autres personnalités, les 35 victimes de cette barbarie rwandaise ont été honorées. Au nom du président de la République, le ministre des Droits humains a précisé que Félix Antoine Tshisekedi est déterminé à récupérer toutes les zones occupées par les rebelles pour que ces déplacés regagnent leur milieu. Fabrice Pouela a par ailleurs ajouté que la Cour internationale de justice sera saisie pour que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes. Nous tenons, chers compatriotes du Nord Kivu, à vous rassurer que personne ne permettra que ces aventures macabres et de mauvais augure puissent rester impunies. Un génocide congolais pour les intérêts économiques, génocide, est perpétré dans notre pays par le Rwanda. Ces crimes de guerre, comme celui du 3 mai à Mugunga, des crimes contre l'humanité, ont tous été documentés, en commençant par les rapports MAFIC et plusieurs autres rapports locaux et internationaux pointent clairement la responsabilité du Rwanda pour l'agression en territoire congolais. Sur place, au stade de l'Unité, des gerbes de fleurs ont été déposées, en commençant par celle du président de la République et autres délégations. Puis direction Kibati en territoire de Nyiragongo, où un site a été érigé pour enterrer toutes les victimes de cette agression rwandaise. Crise au présidium de l'Union sacrée, Augustin Kabuya Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso Koudia, Vital Kamere, Samalou Kondé et Jean-Pierre Bemba seraient divisés au sujet de la décision unique du rejet des candidatures des assortis du ticket Union sacrée. Sauf changement des dernières minutes, la liste des candidats qui devraient compétir ne sera publiée qu'après un accord entre les présidiums et les responsables des regroupements politiques. Selon nos sources, une réunion entre ces deux partis est envisagée. Kabuya Bahati Kamere Sam forme désormais un camp contre les camps Mbosso et Bemba. Entre-temps, la commission en charge du traitement des dossiers est convoquée ce mercredi.
À Kisangani, dans la commune de Lubunga, l'on signale des déplacements massifs de la population suite à la résurgence des affrontements entre les membres de la communauté Mbole et Lingola. Des sources locales rapportent que plusieurs personnes ont abandonné leur village pour se retrouver dans les camps des déplacés. D'autres sont signalés dans des familles d'accueil. Les détails dans ce récit de Ngonga Ngomba et Héritier Ntambwa. Selon plusieurs sources, le conflit intercommunautaire Mbole-Lingola continue d'endeuiller plusieurs familles alors qu'il y a peu, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait été interpellé par les victimes sur la persistance de ces sanglants conflits qui datent depuis une année, faisant au moins 500 morts et des déplacements massifs des populations. Plusieurs sources révèlent que le vendredi dernier, les bilans des affrontements étaient de 7 morts. Une femme a également été abattue par machette dans la nuit du dimanche à lundi, non loin de l'hôpital général de Lubunga. Les mêmes sources indiquent qu'actuellement, les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo sont dépêchés dans la commune de Lubunga. L'unité de la police spéciale venue de Kinshasa, il y a de cela plusieurs mois, est également sur terrain. Le but de cette opération est de restaurer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Dans le Haut-Lomami, la Cour d'appel siégeant en matière électorale a publié les résultats définitifs de l'élection des gouverneurs et sénateurs. Cette instance judiciaire a confirmé la victoire des Banza Mouloumé Marmon au poste de gouverneur. La nouvelle a été bien accueillie par la population de cette partie du pays. Elle souhaite bon vent au gouverneur élu. C'est dans la salle du lycée Maïdio que la Cour d'appel du Haut-Lomami, siégeant en matière électorale, s'est réunie pour la publication définitive des résultats des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Haut-Lomami. La Cour d'appel du Haut-Lomami, faisant office de la Cour administrative d'appel, n'a eu à enregistrer aucune requête en contestation de candidature pendant les délais légaux prévus à cet effet. Démocratique tenu au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, le 26 députés provinciaux membres de cet hémicycle parlementaire provincial ont massivement porté leur dévolu sur le ticket AB avec 17 voix, alors que les autres tickets indépendants ont essuyé une rébuffade en récoltant en deçà de la moyenne, et M. Mwenze Ouagadilo Rosen, en qualité de vice-gouverneur de la même province, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'essence. Ainsi arrêté et prononcé la Cour d'appel du Haut-Lomami en son audience publique de ce mercredi 15 mai 2024, à laquelle on signe Jérémy Massra, Tombo Emmanuel, Premier président, Kimba Bissouala Moïse, président, et Labi Mboyo, juge assigné, en présence de M. Ngoï Matamba Benjamin, officier des publics, et avec l'assistance de Mme Sandrine Mbia, greffière du siège. Parlons cette fois-ci de la sénatoriale, sujet qui continue de faire couler encre et salive. Les conflits entre Anne Mbungoujé et Rose Mutombo, un autre sujet à débat. Comment la ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo pourrait être signateur de l'acte juridique de recouvrement de la nationalité congolaise à Madame Anne Mbungoujé et après renier sa nationalité congolaise, s'interrogent plusieurs observateurs. L'avocat Persine Tamboué, joint par téléphone, donne son avis. Par cette interview, nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale au nom du collectif de mouvements citoyens de la République démocratique du Congo et organisations de défense des droits de l'homme que nous observons les contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle et que l'honorable sénatrice Anne Mbungoujé est bel et bien de la nationalité congolaise, originaire de la province du Nord Kivu et du territoire de Rutshuru. Non parce qu'elle a étudié et grandi en Belgique où elle a renoncé à la nationalité belge, mais parce qu'elle a opté pour la nationalité de ses ancêtres, la nationalité congolaise. Ceci est pour elle une preuve
d'engagement pour la patrie. Il est à préciser que la Commission électorale nationale indépendante CNI, à l'heure de dépôt des candidatures, déclaré son dossier valable et recevable et que nul n'en a contesté l'authenticité. Par cette communication, nous appelons son Excellence Madame la ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux de ne pas abuser du pouvoir que l'État congolais lui a attribué pour influencer la justice congolaise, puisque candidate sénatrice de son État et non élue avec 2 voix selon les derniers résultats publiés par la CNI. Pas de repos pour la ministre de la Formation professionnelle et métiers, 24 heures seulement après le lancement de la 4e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles à Mbujimayi. Antoinette Kipulu a tenu à s'assurer du bon déroulement des épreuves de hors-session axées sur la pratique. Elle a visité entre autres le centre Prof Thiam qui encadre des jeunes à travers Joe Sprint, une imprimerie à pied d'œuvre et une scierie, ainsi que les centres de formation professionnelle Mouetou Don Bosco avec les filières telles que soudure, maçonnerie et carrelage ouvertes à cette année. Après les centres Prof Thiam et les centres de formation professionnelle Mouetou Don Bosco, la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipulu Kabenga, a poursuivi sa tournée d'inspection au centre IPAMEC où évoluent les refoulés du Ketanga. Le centre développe quelques filières, notamment la coupe et couture, la transformation agroalimentaire et la menuiserie. Antoinette Kipulu est aussi passée par le siège de la direction provinciale, une parcelle acquise par ses soins et sur fonds propres du ministère sur la nationale numéro 1, précisément sur l'avenue Inga. Il était indiqué en cette période d'évaluation de sensibiliser les cadres et agents sur la discipline et les sérieux dans le travail. La patronne de la formation professionnelle et métiers a insisté sur les données statistiques pour mieux maîtriser les tendances dans les secteurs. Ce que je retiens de son passage au ministère de la formation professionnelle et métiers, j'ai toujours dit que le chef de l'État n'avait pas eu tort de faire confiance à Madame Antoinette Kipulu. Avant cette tournée, au cours de laquelle elle était accompagnée de la gouverneure AI du Kasaï oriental, Antoinette Kipulu est allée présenter ses civilités à l'autorité provinciale telle que la coutume l'exige. Je suis sortie satisfaite parce que comme Madame l'a souligné, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses traînées parce qu'ils n'avaient pas compris comment est-ce que les systèmes fonctionnent. Et j'ai plus épinglé sur les textes légaux, 4e édition, et je vois que cette histoire de chevauchement continue. Nous ne travaillons pas pour nos propres besoins, mais nous travaillons pour l'État congolais, nous travaillons par rapport aux orientations du chef de l'État. Et à Kinshasa, le vice-ministre de la Santé publique, Serge Emmanuel Olen, était à la clinique Ngaliema pour visiter et surtout encourager les opérations de chirurgie cardiaque qui se font en collaboration avec la chaîne de l'Espoir France. S'enquérir du déroulement de la mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert qui s'effectue à la clinique Ngaliema à Kinshasa, c'est l'objet de la visite du vice-ministre Serge Emmanuel, effective ce mercredi au centre de chirurgie pédiatrique de cette institution hospitalière. La clinique Ngaliema et ses partenaires, en collaboration avec la chaîne de l'Espoir France, organisent depuis le 11 mai de l'année en cours une mission de consultation bénévole des enfants qui ont des problèmes cardiaques. Une équipe de 10 médecins cardiologues venus de la France travaille avec la main-d'œuvre locale pour sauver des vies des enfants. Sur place, Serge Emmanuel Olen a reçu les explications du médecin directeur Roger Congo avant de visiter ce centre construit en 2011 par le gouvernement congolais. Il a aussi échangé avec le médecin visiteur et certains patients. Serge Emmanuel Olen se dit satisfait du travail abattu par ce cardiologue avec l'équipe de la RDC. Il a promis de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour le renforcement de capacité de la main-d'œuvre locale à travers de formations pour rendre ces interventions ponctuelles, comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à travers la couverture santé universelle. L'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo, Rosanne de Bilderling, a visité les installations de la société de transport Sotraco. Une visite très intéressante à la Sotraco Limité, une entreprise dynamique qui assure l'emploi et l'activité économique.
C'est dans la matinée de ce mercredi 15 mai que la Sotraco SARL a reçu dans ses bureaux à Limiti la visite de l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Madame Roxane de Bilderling. Les agents et cadres de cette société lui ont réservé un accueil chaleureux et la population environnante, dont les membres de famille travaillent pour cette société, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à son arrivée. Cette visite de courtoisie survient dans un moment où la Sotraco traverse des temps durs avec plusieurs tentatives de spoliation de ces parcelles par un groupe véreux de personnalités, magistrats et hauts magistrats regroupés dans une mafia foncière qui ne jure que par la possession de ces parcelles. Par l'entremise de son gérant, une visite guidée a été faite afin de lui faire découvrir le métier des transporteurs de poids lourds, notamment les installations, les machines, ainsi que la situation globale de la société et aussi lui faire part des difficultés rencontrées. À la fin de la visite, l'ambassadeur de la Belgique en RDC n'a pas manqué de saluer la productivité de la coopération belge et congolaise, mais aussi d'encourager à rester fort en cette période compliquée, et elle a entre autres encouragé le personnel à maximiser les efforts dans le but d'assurer la pérennité de cette société où plus de 3 générations déjà sont au travail. De même, dans son compte X, l'ambassadeur de la Belgique en RDC tweet, je cite, « C'était une visite très intéressante à la société de transport Sotraco à Limete, une entreprise dynamique, une longue présence familiale qui assure l'emploi et l'activité économique. » Elle conclut en s'estimant fière de ces liens, des liens étroits et productifs. Prononcée le 20 septembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale des familles est célébrée chaque 15 mai. Cette journée est une manifestation qui reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule des bases de la société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles dans le monde. Cette journée est une occasion de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Elle pourrait devenir un facteur de mobilisation puissant dans tous les pays qui cherchent à apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux familles de chaque société. La Journée internationale de famille offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité et unir les familles dans les recherches d'une meilleure qualité de vie. 2024 marque le 30e anniversaire de l'année internationale de la famille, avec comme thème « Famille et action climatique ». Les changements climatiques ont un impact négatif sur la santé et les bien-être des familles. Une pollution accrue des événements météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses et les inondations affectent non seulement la productivité agricole et l'accès à l'eau, mais entraînent souvent des déplacements forcés et la perte de moyens de subsistance des individus. C'est pourquoi il est important de responsabiliser les familles grâce à l'éducation et au plaidoyer pour une action climatique significative et efficace, en adoptant des habitudes de consommation durable, en sensibilisant les jeunes générations aux défis climatiques pendant leur socialisation. Cette journée des familles veut donc sensibiliser à l'impact du changement climatique sur les familles et au rôle que celles-ci peuvent jouer dans l'action climatique. Grâce à des initiatives familiales et communautaires, le monde peut favoriser l'action climatique par l'éducation et la formation, l'accès à l'information et la participation communautaire. Il aura passé 4 heures en détention, une arrestation qui a été largement commentée par les médias. Jean-Paul Lumbu est revenu ce mercredi dans une conférence de presse sur les raisons, les circonstances et les méthodes utilisées lors de son arrestation. L'avocat et homme politique a dénoncé la violation des lois de la République par les sujets étrangers et les agissements de certains agents des services de renseignement. Son arrestation la nuit de ce mardi à mercredi a été tout de suite largement relayée dans tous les sens par les médias. Relaxé dans la même nuit, Jean-Paul Lumbu a fait une mise au point devant les journalistes sur les causes de son arrestation. En toile de fond, une affaire qu'il a plaidée devant les juges et pour laquelle il a obtenu la libération de son client. L'avocat a dénoncé les conditions de son interpellation, le traitement inhumain et humiliant dont il a été victime par le fait de la partie adverse. Notre arrestation a fait l'objet de plusieurs commentaires qui sont allés dans plusieurs sens dans l'opinion nationale. Il y en a qui ont tenté de lier notre arrestation à notre combat politique et d'autres qui ont compris qu'il s'agissait d'un problème professionnel.
Mais pourquoi un point de presse? Mais oui, tout simplement parce qu'il faut dénoncer. Il faut que cela cesse dans notre pays. Nous sommes venus taper du poing sur la table pour dire que pareille chose ne doit plus jamais se produire dans notre pays. Jean-Paul Lumbu a voulu aussi rassurer sa base et sa famille politique, l'appelant au calme et dénoncer ce qui ne va pas dans le système judiciaire congolais. Dénoncer les méthodes expose notre système de sécurité à des critiques inutiles tant sur l'opinion nationale qu'internationale. Il y a certains agents de l'ANER, je ne dis pas tous les agents, certains agents de l'ANER qui sont à la solde de certains grands financiers dans notre pays et qui exécutent des méthodes que je qualifie de barbares comme celles dont j'ai été victime hier. Jean-Paul Lumbu a annoncé avoir saisi la justice congolaise contre des puissants financiers étrangers, dit-il, pour séquestration, association de malfaiteurs, enlèvement et imputation dommageable. C'était une première en République démocratique du Congo, un forum sur les difficultés rencontrées par les régies financières dans l'exercice de leur travail, notamment la collecte de ressources publiques. DRC Tax Masolo s'est clôturé ce mercredi à Hilton Hotel de Kinshasa. À la base de cette initiative, le cabinet d'experts comptables KPMG RDC, plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement congolais. Commentaire de Gaëtan Kouba-Bourandi. Clap de fin pour DRC Tax Masolo, le premier forum sur la fiscalité congolaise. La première édition a vécu à l'hôtel Hinton en présence des experts de la présidence, notamment ceux de la cellule du climat des affaires, des représentants des régies financières et des experts venus de l'étranger partager leur expérience. Le forum avait pour objectif de réfléchir sur comment rationaliser la perception des recettes publiques. Un travail laborieux mené de main de main par le cabinet d'experts comptables KPMG. Aujourd'hui, en tant que privé, le cabinet KPMG a initié cet événement. Vous avez vu avec quel élan les régies financières ont répondu. Plusieurs recommandations ou résolutions ont été prises, c'est notamment le respect strict de l'exclusivité du contrôle fiscal à la DGI, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi portant réforme des procédures fiscales. Elles seront remises au président de la République. Toutes ces recommandations qui ont été formulées seront examinées et nous avons toujours un cadre de concertation à travers les différentes organisations socioprofessionnelles. La prochaine édition du Forum international se tiendra l'année prochaine du 20 au 21 mai 2025, a annoncé le cabinet d'audit KPMG. Le thème sera annoncé dans les prochains jours. Ce forum, qui intervient avant la sortie du gouvernement, devrait servir énormément de l'amélioration du climat des affaires. Nous allons clôturer ce journal avec ces images en off. Plus de 24 fidèles, dont 4 enfants, ont été grièvement blessés dans l'état de Kano, au nord du Nigeria, après l'explosion d'une bombe en pleine mosquée. L'homme qui a attaqué la mosquée où les gens priaient tôt le matin de mercredi est un habitant de la région, âgé de 38 ans, d'après la police. Ce dernier a avoué avoir attaqué la mosquée dans les villages isolés de Kadan à Kano par pure hostilité à la suite d'un désaccord familial prolongé, affirme le porte-parole de la police Abdoulaye Harouna. Place au rappel des titres à présent. Au Nord Kivu, les victimes des bombardements tragiques à Goma reposent désormais dans leur dernière demeure. La cérémonie solennelle d'hommage de la République a été organisée ce mercredi. La République démocratique du Congo, qui n'arrive plus à retenir son souffle, a saisi les cours pénales internationales au sujet de ces bombardements exécutés par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Bureau définitif de l'Assemblée nationale, les violents ne s'accordent toujours pas et la crise s'envenime. Les sources proches de l'Union sacrée affirment depuis quelques jours l'existence de 2 camps au sein de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit notamment du camp de Jean-Pierre Bemba et Christophe Mbosso qui dénoncent l'égoïsme du camp Kamere Kabouya. 24 blessés, dont 4 enfants. C'est le bilan provisoire de l'explosion d'une bombe au nord du Nigeria ce mercredi. Affirmation faite par la police. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de nous rester fidèles.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.